RFM Midi. Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. À la une, l'appel à la prudence de la directrice générale de la santé sur la baisse des cas de Covid-19 au Sénégal. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye avertit un relâchement dans les gestes barrières pourrait faire vite rebondir le coronavirus. Dans l'actualité, il y a également cet accrochage entre pêcheurs sénégalais et chinois au large de la Gambie. Un blessé grave côté sénégalais. L'armée sénégalaise endeuillée par la mort du colonel Fallou Wade, l'homme qui a dirigé pendant longtemps la musique principale des forces armées. Le grand journal sur RFM à suivre l'actualité internationale qui sera présenté par Georges Detchejo. La crise malienne, le médiateur de la CEDEAO à Bamako cet après-midi. Le chef de la junte presse l'organisation sous-régionale de lever ses sanctions après la désignation d'un président de transition. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan rejoint l'appel de Bédi à une désobéissance civile. Le RHDP réagit à la sortie de l'opposition et parle de provocation inutile. Au Kenya, le président de la Cour suprême a demandé au président de dissoudre le Parlement. La raison, il ne compte pas suffisamment de femmes. Ensuite, Chertigan gagne pour les sports. Va-t-on vers une redistribution des cartes à la ligne d'attaque des Lions à du football? De vieux briscards et de jeunes prétendants toquent avec insistance à la porte de la tanière. Vous entendrez l'analyse des spécialistes dans ce journal. Nous allons aussi parler de handball, la discipline qui se meurt à Dagana, la faute en problème infrastructurel et de moyens financiers. Les autres rendez-vous de cette édition, encore aux news avec Koumba Faye, et puis point de vue sur l'impact de la crise sanitaire sur les ménages sénégalais. Selon des chiffres de l'ANSD, 36% des chefs de famille qui ont perdu leur travail et 85% des ménages ont vu leurs revenus baisser. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. Il était l'une des icônes, des vedettes de la célébration de la fête nationale du 4 avril avec la musique principale des forces armées qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Le colonel Fallou Wade est mort ce matin à l'âge de 74 ans. Son portrait avec Koumba Faye. Quand je prends ma voiture et je passe sur le boulevard Centenaire, là où j'ai bifurqué avec la musique, là où j'ai tourné avec la musique, ça me fait une touche d'émotion. Un nom lié à la musique principale des forces armées, le colonel Fallou Wade. Il a été à la baguette de la musique principale de 1996 à 2006, mais aussi ancien directeur de l'Orchestre national du Sénégal de 1999 à 2006. Le colonel Wade a pendant des années dirigé le défilé des troupes à la fête nationale du 4 avril. C'était difficile et facile à la fois. On s'est retrouvés et il n'y avait pas de problème. Le matin, j'étais à l'Orchestre national ou à la musique principale des forces armées. L'après-midi, j'étais à l'un des endroits ou à l'autre endroit, vice-versa. Et puis, c'était un rythme de travail qui était très intéressant. J'étais passionné de ce travail-là. Atteint par la limite d'âge, le colonel musicien se retire après 41 années de service. Le colonel Serigne Fallou Wade a fréquenté le Conservatoire supérieur de musique de Paris et l'Opéra de Paris pour des études instrumentales. Expérience qui lui a permis d'être l'auteur de compositions comme Ninki Nanko ou encore Yabi Yabi. J'avais composé une marche dont la mélodie appartient. Il y avait deux mélodies comme toutes les marches militaires. La première mélodie appartenait à Ndeye Seck Signature et la deuxième mélodie à mon ami et camarade Julien Souka. Voilà un défilé qui m'a beaucoup marqué et je savais que c'était le dernier défilé en tant que militaire. En 2004, il fait partie du jury international pour la conception de l'hymne de l'Union africaine. Au final, le colonel devient l'arrangeur. Hymne de la Renaissance africaine du président Wade, dont vous vous souvenez bien. Ce dernier avait confié au colonel Fallou Wade le soin d'harmoniser et d'orchestrer l'hymne. Son expertise lui a permis aussi de travailler pour les armées de plusieurs pays voisins comme la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Le colonel était chevalier dans l'ordre national du mérite, l'ordre du Lion, l'ordre national du mérite français. En janvier 2019, il a été encore élevé au rang d'ordre national par le président de la République, Macky Sall. Un portrait signé Koumba Faye et les extraits sonores du colonel Fallou Wade que vous avez entendu dans ce sujet. C'était lors d'une interview qu'il avait accordée à Astumben Chub dans notre émission Perdue de vue. Et maintenant, le témoignage du colonel Wardini, l'ancien patron de la DIRPA, le service information des armées sénégalaises. Le colonel Wardini, également ancien commandant de la zone numéro 1 de l'armée sénégalaise. Vraiment, je suis très affecté d'apprendre cette perte
qui est une grande perte pour nous tous. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Fallou Wade, comme tout le monde le sait, c'est un frère d'homme, très engagé, disponible, un homme très généreux et très ouvert, avec un sourire vraiment innocent. Cet homme, on l'a beaucoup apprécié dans les armées sénégalaises. Parce qu'il a présidé pendant de nombreuses années au destiné de la musique principale des forces armées. C'est lui qui animait pratiquement tous les défilés, en tout cas de la fête nationale du 4 avril. Avec qui on a longuement travaillé et qui nous a beaucoup apporté, qui nous a beaucoup aidé dans l'exercice de nos fonctions de commandant de zone ici à Dakar. Il tenait les rênes de la musique principale des forces armées. Non seulement il les tenait très bien, il a bien fait profiter de son expérience, même aux armées de plusieurs pays voisins, comme la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso. Tous ces gens-là faisaient appel à lui. Tellement il était expérimenté, tellement il était fort. Un officier qui a été formé au conservatoire militaire de la musique de l'armée en France, qui connaît très bien, qui ne vivait que de sa passion, la musique. Tout ce qu'il savait, c'est la musique. Il était tout le temps en train de jouer de la musique. Il pouvait, même les yeux fermés, jouer de la musique. Et vous parlez de tout ce qu'il fallait faire. Même nous, dans les camps militaires, j'ai dit, même pour les traditions militaires, on fait appel à lui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est lui qui nous enseignait beaucoup de choses. Donc, c'est une perte vraiment qui nous a affectés et qui nous affectera encore parce que vraiment, on va le regretter, c'est pas Fallou Wade. Le colonel à la retraite Antoine Wardini. La suite de ce grand journal, la mort d'un enfant renversé par un camion ce matin près de No-Fly sur la route de Sangalkam a provoqué une manifestation des habitants et pendant des dizaines de minutes, circulation bloquée. Le témoignage d'un riverain, il s'appelle Daouda Ndoye. Il est également le djaraf du village de Denis Biram Ndao Sud. Un accident, un camion de sable de 20 tonnes qui a écrasé un enfant sur la route. Les populations sont sorties pour manifester leur mécontentement. Nous n'avons pas vu la gendarmerie, ni les sapeurs-pompiers pour évacuer le corps. Et aussi la gendarmerie aussi pour réguler la circulation. C'est ce que nous déplorons. Nous lançons un appel à la gendarmerie, au préfet de Sangalkam et au préfet de Rufisque. On va prendre toutes les dispositions pour venir en aide aux populations, car tout à l'heure, j'ai vu une ambulance qu'on a bloquée, qui ne pouvait pas passer. C'est avec des conciliables qu'on a pu l'évacuer pour qu'il passe. Les autorités doivent réagir. En ce moment, tout est bloqué. J'interpelle le sous-préfet de Sangalkam de vouloir réagir au plus haut niveau pour qu'on vienne régler la situation. Je vous répète, il n'a pas été bien identifié parce qu'il habite dans le village. Et ce village-là, tout le monde se connaît. Le camion, il a fui, mais heureusement, on n'a pas endommagé son camion. On a tout simplement cassé les pare-brises. Le camion, il a pris la fuite. À midi et 7 minutes, le point sur l'état de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Un nouveau décès enregistré dans le bilan du jour présenté par le docteur Mamadou Ndiaye, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1005 tests réalisés, 36 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,58%. Les cas positifs se répartissent comme suit: 10 cas contacts suivis par nos services et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Commune de Guédiawaye, 3, Sacré-Cœur, 3, Kaolack, 2, Ouakam, 2, Yeumbeul, 2, Dakar Plateau, 1, Fann, 1, Fatick, 1, Joal, 1, Louga, 1, Les Maristes, 1, Mbao, 1, Mermoz, 1, Nord Foire, 1, Rufisque, 1, Saint-Louis, 1, Sicap Amitié, 1, Sud Foire, 1 et Tivaouane, 1. 97 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 22 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 795 cas ont été déclarés positifs, dont 11 718 guéris, 203 décédés et donc 2773 patients sous traitement. Et maintenant, la directrice générale de la santé qui relativise cette tendance baissière constatée sur les chiffres du coronavirus au Sénégal. La vigilance et le respect des gestes barrières
doivent continuer chez la population, selon le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Elle était sur notre antenne ce matin sur RFM. Elle était notre invitée. Nous pensons, et actuellement c'est en train d'être vérifié, que nos stratégies qui avaient été mises en place, à savoir avoir sur l'ensemble du territoire sénégalais des centres de traitement épidémique, continuer le système de surveillance épidémiologique avec un renforcement au niveau de toutes les frontières aériennes, maritimes, mais également terrestres, mais également cette stratégie qui consistait à dépister le maximum les hospitaliser quand ils sont positifs, mais également à prendre en charge les cas contacts. Ça, c'est extrêmement important, ce qui nous a permis aujourd'hui de contenir l'épidémie. Et depuis 2 à 3 semaines, c'est vrai, nous notons une tendance baissière, mais nous tendons à relativiser cette tendance baissière, parce qu'il faut dire que par-ci et par-là, nous avons toujours les déterminants de la maladie qui sont là. C'est pourquoi nous demandons à un renforcement du système de surveillance, mais également nous demandons aux populations qui nous ont vraiment accompagnés, parce que dans d'autres pays, on a vu quand même qu'on a eu des populations qui ont fait beaucoup plus de déni que nous, qui ont fait beaucoup de stigmatisation, mais il faut dire que nous avons également en plus des acteurs communautaires qui vivent dans la communauté, comme nous également, mais l'appui vraiment significatif des socio-anthropologues. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris la maladie, les modes de contamination, la prise en charge, comment ça se fait, mais également l'expertise sénégalaise, parce que vous savez qu'aujourd'hui, même en termes de masques, en termes de gel, vous avez vu tout ce qui est en train de se faire sur le plan local. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous notons en tout cas, comme tout le monde, cette tendance à la baisse, mais nous continuons à renforcer notre dispositif. Et pour ce qui est du Grand Magal de Touba, un laboratoire de tests au Covid-19 installé à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni et qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba qui annonce également la gratuité de ses services de consultation pendant 5 jours. Correspondance Marema Diop. L'hôpital de Djanatou ouvre ses portes aux pèlerins. La structure est prête à accueillir 2000 patients lors du Magal. Docteur Martarlo, directeur de l'hôpital. Les commissions médicales et administratives sont à pied d'œuvre pour permettre à l'hôpital d'être prêt à accueillir 2000 pèlerins qui seraient malades durant les 5 jours, c'est-à-dire 2 jours avant, 2 jours J et 2 jours après. En ce contexte de Covid-19, des dispositions seront prises. Donc tout ce qui est urgence médicale, ça va à gauche. Ce qui est urgence chirurgicale, ça va à droite. Maintenant, en plus de ça, cette année avec la pandémie, on va mettre un tri qui va essayer de voir les malades avant même qu'ils n'arrivent au niveau de ces urgences-là. Et maintenant, si parmi ces patients qu'on trie, on voit quelqu'un qui est suspect de ça, eh bien, on a prévu également un endroit pour pouvoir se isoler. Et on a prévu de pouvoir faire le prélèvement et le niveau central est en train de réfléchir pour qu'il y ait un laboratoire déplacé, qu'on n'ait pas à envoyer les prélèvements au niveau de Djemoul. J'ai déjà dit que le bâtiment abrite l'actuel centre de traitement des épidémies de la région de Diourbel. C'est un bâtiment donc, qui a une capacité de 104 lits qui ont été aménagés là-bas, parmi lesquels 9 lits sont de réanimation, avec les équipements qu'il faut. 18 mois à la tête de l'hôpital, le Dr Lo a réalisé des investissements importants. Il y a eu des progrès notoires qui ont été constatés et réalisés. En 18 mois, 342 millions de francs CFA ont été investis sur fonds propres. L'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, Djanatou Mahwa, change radicalement de visage après les investissements conséquents réalisés par la nouvelle direction. Marema Diop, Touba, RFM. Merci d'écouter le grand journal sur RFM midi et 13 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Le mouvement Frappe France Dégage dénonce ce qu'il considère comme un harcèlement à l'endroit d'un des administrateurs de la page Facebook Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. DJ Malik, c'est son nom. Il a été convoqué par la police à 2 reprises. Il doit encore être entendu demain jeudi. Le motif de cette convocation, la publication sur cette page Luttons contre l'indiscipline au Sénégal, d'une photo, une image d'un policier qui, à bord de son scooter, détient un presque coffre-fort pour racketter les automobilistes. DJ Mbaye, lui, précise n'être pas l'auteur de cette publication. Il s'en explique au micro, au téléphone d'Elash Djogoudienne. J'ai été convoqué par la police de la cybercriminalité. C'est le vendredi, et puis le jeudi, et puis le vendredi, lundi, et puis jeudi demain. Le 24, puis à partir de demain, on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si je peux l'appeler un harcèlement ou pas, mais c'est quand même les convocations se multiplient. Et bon, voilà, nous allons voir, comme je dis tout à l'heure, avec nos avocats, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va suivre, qu'est-ce que nous pouvons faire à partir de demain. On est obligé, de toute façon, on est obligé de suivre la procédure
on est obligé de répondre à chaque fois qu'il nous convoque, on est obligé de faire ce qu'il nous demande, tout en essayant de ne pas de respecter la loi. Et on reste façon à leur disponibilité. Pourquoi avoir publié cette image sur votre page Facebook? Quelles étaient réellement les motivations? Je ne pourrais répondre parce que l'administrateur qui a posté se trouve aux États-Unis et il est prêt à parler aux policiers pour le faire savoir que c'est lui qui a posté l'image. Il est prêt à leur donner son nom et prénom et le fait que voilà, c'est lui le seul responsable de cette publication. DJ Malik a pris part à la conférence de presse tenue ce matin par l'organisation FRAPP sur cette question. Cet accrochage en haute mer qui a opposé des pêcheurs sénégalais à des pêcheurs chinois. Cela s'est passé au large de la Gambie. Un blessé grave côté sénégalais. Il s'agit du capitaine de la pirogue. L'homme originaire de Mbour est admis dans un hôpital de Banjul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le récit d'Abdourahmane Diallo. Une altercation entre pêcheurs sénégalais et pêcheurs chinois en pleine mer. Karim Sissé fait partie des pêcheurs sénégalais. Il donne sa version des faits. On était en train de faire nos activités tranquillement. Le bateau a fait exprès et s'est accroché à nos filets. On leur a demandé de libérer nos filets. Ils n'ont pas voulu. Mais ils avaient des armes blanches à bord. Donc on a insisté et ils ont commencé à jeter des produits. Lors de cette altercation, un Sénégalais a été gravement blessé. Le capitaine de la pirogue se trouve présentement dans un hôpital en Gambie. On est venu le supplier pour leur demander de nous excuser et de laisser nos filets. En ce moment-là, le capitaine avait déjà enlevé ses habits. Il était là en train d'observer. C'est par la suite qu'ils ont pris un seau, ils ont mis de l'acide et du gasoil avec le feu. Ils l'ont jeté et il est atteint. La pirogue aussi a commencé à prendre feu. Il y a l'un d'entre nous qui a maîtrisé le feu et le capitaine est gravement blessé. Les pêcheurs sénégalais et gambiens interpellent les autorités des deux pays. Ils estiment qu'au-delà du pillage des ressources maritimes, les bateaux étrangers ont entamé une chasse à l'homme. Et si les autorités ne réagissent pas, le pire risque de se produire. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Le ministère du Commerce, par le biais de la direction du commerce intérieur, poursuit son opération coup de poing contre les boulangeries qui ne sont pas en règle. Hier à Pikine, 26 boulangeries, une quinzaine de kiosques à pain et des motos qui s'adonnaient à la livraison de pain ont été fermées ou saisies. Nous avons cherché à savoir alors comment ouvrir une boulangerie. Il y a beaucoup de normes à respecter à Wambaye. La production de documents administratifs est obligatoire avant l'implantation d'une nouvelle boulangerie. Le directeur du commerce intérieur les cite. Oumar Diallo. Si c'est une boulangerie qu'il faut créer, construire et une nouvelle installation, il est prévu qu'il y ait une déclaration et une autorisation préalable de Madame le ministre du Commerce, après avis du comité régional technique qui y a statué à cette. Une fois les autorisations délivrées, il faut entamer un autre processus, le respect des normes sanitaires. Le côté normatif, c'est le respect de prescriptions de la norme qui a été rendue obligataire. La norme NS 10175 qui détermine les conditions de production, de fabrication et de distribution du pain au Sénégal. Et fondamentalement, c'est quoi? C'est d'abord l'environnement dans lequel on fabrique le produit, c'est-à-dire la boulangerie. Comment doit être la boulangerie qui va fabriquer du pain? Les normes de propreté, les normes sanitaires. Deuxièmement, là où les personnes qui doivent manipuler la pâte ou la production du pain doivent être sains à travers la délivrance des certificats médicaux par le ministère de la Santé via le service d'hygiène. Et troisième niveau, c'est la qualité du pain qui est servie aux consommateurs, notamment le calibre du pain, le grammage du pain et la composition même de ce pain. Et pour les boulangeries déjà implantées, le respect de l'hygiène pose problème selon Oumar Diallo. Côté hygiène, c'est là le gros problème parce que si on se met à l'application stricte de la disposition par rapport à la norme, il est clair que ce que nous avons vu sur le terrain, la plupart des boulangers ne respectent pas la norme. Le pain, un produit de grande consommation et son circuit de distribution doit respecter les normes d'hygiène afin de garantir la santé et la sécurité aux consommateurs. Ngaï Méré, capitale de l'artisanat, c'est presque un pléonasme, Ngaï qui a bâti sa réputation sur la fabrication de chaussures et autres produits à base de cuir. Cette ville de la région de Thiès vient d'abriter des assises qui ont réuni des artisans de plusieurs horizons,
Conclusion, des réformes s'imposent dans le secteur. Les politiques de l'État pour le développement de l'artisanat sont également très critiquées par les acteurs. Charanta Diop. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ngaye Mékhé a été choisi à part ses artisans pour donner un nouveau départ à l'artisanat. Hassan Gueye, membre du comité de pilotage, copie le grand groupe. Il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau du secteur. On s'est réunis aujourd'hui à Ngaye pour réfléchir comment mettre en place une organisation forte pour l'intérêt des artisans et pour aussi avoir une autre vision pour le développement de l'artisanat. Ces artisans ont étalé tous les maux dont souffre l'artisanat et la réforme est un des principaux facteurs qui bloquent le fonctionnement du secteur, selon Amdi Moustapha Thiam, le président de la Confédération nationale des organisations patronales des artisans du Sénégal. Si on prend le parti de se réunir à Ngaye, c'est parce qu'effectivement qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus. D'abord, il faudrait une meilleure prise en compte des besoins des artisans du Sénégal. Il faut jeter un regard neuf aux hommes et aux femmes de métier que nous sommes. Quel est le problème des artisans? La mise en œuvre justement de ces volontés politiques de l'État. Toutefois, il déplore le mutisme des autorités par rapport à l'organisation de la journée de l'artisanat. Illustration, le président avait dit le 22 décembre 2014 ici à Ngaye que cette journée va être perpétuée chaque année. Depuis 2014, rien n'est fait. Ils ont profité de cette rencontre de Ngaye pour demander à l'État d'organiser rapidement des assises de l'artisanat pour trouver des solutions. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Malem Hodar, dans la région de Kaffrine. Malem Hodar, l'un des départements les plus mal éclairés du pays. Seuls 42 villages sur 209 sont électrifiés. Ensuite, à l'intérieur, absence d'infrastructures routières, de quoi fâcher la population et les autorités municipales. Un reportage d'Omar Ndiaye. Sa superficie fait 2 fois la région de Thiès et pourtant Malem Hodar n'a pas 1 mètre de route bitumée. Sur les 208 villages, seuls 42 sont électrifiés. Une situation que déplorent les autorités de la localité, Abdoundao et les maires de la commune de Malem Hodar. Je disais que pendant que certains départements étaient en retard, Malem Hodar était en agonie par manque d'infrastructures. C'est tout ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce qui pourrait booster aujourd'hui le développement de Malem Hodar. Ça commence par les infrastructures routières. Pensez à l'intérieur, notamment dans le domaine hydraulique, au niveau de la Sénélec, dans le domaine électrique. On sait qu'aujourd'hui, dans tous les départements de Malem Hodar, on n'avait que 2 chefs-lieux de communes qui étaient électrifiés. Sinon, tout le reste, c'est rien. Sur 7 collectivités, parce qu'il ne faut pas oublier que Khelcom fait partie du département de Malem Hodar. À l'intérieur, c'est pire encore. Beaucoup de zones aujourd'hui sont sans eau. Comme si cela ne suffisait pas, Malem Hodar a été tout bonnement oublié dans le quota pour les lampadaires. Modou Sarr est l'adjoint au maire de Malem Hodar. On peut dire que l'ANER a installé des lampadaires au niveau de tous les chefs-lieux de département du Sénégal, sauf le chef-lieu de département de Malem Hodar. Le maire a rencontré le directeur de l'ANER, mais il n'arrive pas à se justifier pourquoi Malem est oublié. Il a promis. Mais cette promesse-là ne nous tient pas. Ce qu'on demande au président de la République, c'est de rectifier cette erreur. Vraiment, on peut dire que l'ANER a humilié les responsables de Malem Hodar. La population de Malem Hodar en a assez d'être oubliée. Elle est décidée à sortir de sa léthargie et à engager le combat pour se faire entendre. Malem Hodar, Omar Ndiaye, RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Et la page politique de ce grand journal, Karim Wade a retrouvé ses droits civiques. Du moins, c'est ce qu'on a lu hier dans un communiqué publié par ses avocats qui convoquent l'article L32 du Code électoral. Cette question et cette position des avocats semble être confortée par des juristes d'après qui la condamnation de Karim Wade par la CREI ne le privait pas de ses droits, même si d'autres spécialistes pensent le contraire. Pas Besdiba. Pour le collectif des avocats défenseurs de Karim Wade, celui-ci a recouvré ses droits civils. Les avocats fondent leurs arguments sur le code électoral, une position partagée par le professeur en droit pénal Madi Boiré. Le pôle d'avocats de Karim Wade sont des arguments sérieux et sont des arguments qui sont très pertinents. Et ces arguments permettent d'asseoir pleinement et entièrement que M. Karim Wade a retrouvé ses droits qu'il n'aurait jamais dû perdre. Parce que l'incrimination d'enrichissement illicite ne prévoyait pas la possibilité de l'interdiction des droits civiques et politiques.
ce que le procureur avait requis et qui était mal fondé. Pour son retour au Sénégal, désormais, rien ne s'y oppose. De revenir dans son pays, ça veut dire retrouver ses droits civiques et politiques. Parce que quand on est dans son pays, effectivement, et que vous n'avez pas été jugé et condamné avec une condamnation qui vous prive de vos droits civils, civiques et politiques, vous retrouvez entièrement vos droits. Le journaliste spécialiste des questions juridiques tempère un tout petit peu. Pour Daoud Mine, l'article convoqué par les avocats ne s'applique nullement à Karim Wade. Article L32. Les personnes qui sont concernées par la limitation de 5 ans, ce sont ces personnes-là qui sont comprises dans l'article L31, 3e tiré. Et ce sont les personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement sans souci, égale ou supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois. Ou bien ces personnes-là qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à 3 mois, ce sont ces personnes-là qui sont concernées par la limitation de 5 ans. Karim Wade a été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme. Et par conséquent, il fait partie des condamnés qui sont prévus par l'article L31. Dans tous les cas, au niveau du Parti démocratique sénégalais, l'on se dit déjà en attente du retour du candidat Karim Wade. RFM. L'actualité internationale. Et avec Georges Détenu, à midi passé de 25 minutes. Bonjour Georges. Bonjour Babacar. Le médiateur de la CEDEAO au Mali attendu à Bamako aujourd'hui. Goodluck Jonathan arrive à Bamako cet après-midi, une visite pour évaluer la situation dans le pays. La veille, hier donc, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a pressé la CEDEAO de lever ses sanctions et a réitéré son soutien à la présence des forces françaises et de l'ONU face aux djihadistes en marge des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le colonel Goïta a déclaré qu'ils ont accepté les principes de la CEDEAO, à savoir la nomination d'un président civil puis la désignation d'un premier ministre, et donc ils pensent que les jours à venir, la CEDEAO doit lever les sanctions pour le bonheur de la population malienne. Le colonel Assimi Goïta s'exprimait au lendemain de la désignation comme président de la transition de l'ex-ministre de la Défense. Le colonel à la retraite Bandaou Assimi Goïta lui-même est désigné vice-président. La présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan rejoint l'appel de l'opposition. Oui, le candidat du FPI a rejoint l'appel à la désobéissance civile de Henri Konan Bédié lors d'une conférence de presse à Abidjan. Pascal Affi N'Guessan a dénoncé la candidature de Alassane Ouattara à un 3e mandat. Gobia Yabi. Le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, s'est montré solidaire des revendications de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CRDP, groupement d'opposition à la candidature de Alassane Ouattara, conduit par Henri Konan Bédié. Je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile prônée par le président Henri Konan Bédié. Au nom du FPI, je lance un appel à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants, à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d'ordre qui seront adressés dans les prochains jours. Pour rappel, Pascal Affi N'Guessan avait été le grand absent au rendez-vous de la CRDP du dimanche 20 septembre à 2020. Une absence qui avait suscité plusieurs interrogations dans la classe politique ivoirienne. Il a finalement rejoint à 48 heures après. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Le camp du pouvoir a réagi à l'appel de l'opposition à une désobéissance civile. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, parle de provocation inutile pour la coalition des partis politiques qui soutiennent la candidature des partis politiques qui soutiennent la candidature de Ouattara. L'opposition a peur d'aller aux élections. Leur porte-parole, Kobnan Kwasi Adjumani. Cette démarche ambivalente est assez caractéristique de la mauvaise foi d'une opposition qui réclame à la fois une chose et son fait. En effet, elle réclame le dialogue et en même temps elle lutte. Le RHDP condamne avec force et sans réserve les sorties hasardeuses ainsi que les propos irresponsables de M. Konan Bédié. Au Burkina, Babacar, la commission électorale a clôturé le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 22 novembre prochain. 152 partis, 6 formations politiques et 30 regroupements d'indépendants ont été autorisés à déposer des dossiers de candidature pour les législatives. Des partis et formations en règle vis-à-vis de la loi. Une commission technique va passer au peigne fin les différentes pièces en vue de la validation des candidatures. Au Kenya, le président de la Cour suprême a demandé au président
Uhuru Kenyatta de dissoudre le Parlement. La raison, il ne compte pas suffisamment de femmes. BBC rapporte que dans une lettre adressée au chef de l'État, David Maraga a déclaré que le fait de ne pas avoir plus de femmes parlementaires était contraire à la Constitution et équivalait à une discrimination à l'égard des femmes qui occupent beaucoup moins que les 116 sièges obligatoires dans le Parlement de 350 membres. C'était le journal international de Georges Détié Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, comment pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. 36% des chefs de famille au Sénégal ont perdu leur travail et 85% des ménages ont vu leurs revenus baisser à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Des chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est le débat du jour d'un point de vue tout à l'heure. RFM Sport. Le journal des sports, cher Tigane Diagne, bonjour. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Aliou Cissé face à cette équation, quelle attaque pour les Lions? Il y a du 109 possible, mais il y a aussi de vieux briscards qui font un clin d'œil au sélectionneur. Oui Babacar, il faudra rappeler qu'en octobre prochain, les Lions vont entrer à nouveau en lice pour les compétitions africaines, des rencontres amicales d'abord contre la Mauritanie, puis l'équipe du Maroc. Les protégés d'Aliou Cissé vont enchaîner contre les Yourtous de la Guinée-Bissau en match officiel. La liste des jours convoqués va être publiée très prochainement. On s'intéresse donc à ce secteur où il y a de la concurrence, vous l'avez dit, peut-être des jours comme Papis Demba Cissé ou Damdoy, entre autres encore opérationnels dans le club, pour faire le retour, mais aussi Ismaël Niane qui évolue à Metz. Sorekiam a tendu son micro à des spécialistes. En vue des prochaines rencontres de l'équipe nationale du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé doit revoir sa logique concernant surtout la ligne d'attaque, estime le technicien Momar Tchoun. Surtout en Turquie, il n'y a que nos joueurs qu'on retrouve à ce niveau sont en première ligne sur le plan de l'efficacité. Si c'est au niveau de la France, un joueur comme Ibrahim Niane a également une efficacité extrêmement intéressante. Les matchs amicaux doivent servir à replacer, à recadrer et à reformuler pour permettre d'avoir un effectif beaucoup plus large. Surtout que les Diao, Baldé, Keita et autres ne sont pas encore au point au vu de ce début de saison. C'est intéressant de voir que ferait un Damdoy, un Papis Demba Cissé, un Dembaba. Ce sont des joueurs qui ont accumulé de l'expérience et qui permettent de pouvoir gagner aussi bien sur le plan de la maturité que sur le plan de l'efficacité et du travail au niveau du vestiaire. Pour le journaliste sportif Moustapha Sadio, ce sera difficile de sélectionner des joueurs comme Papis Demba Cissé sous l'ère Aliou Cissé. Mais faire jouer la concurrence avec de jeunes talents pourrait être bénéfique pour l'équipe nationale. Par exemple, le concernant, je pense que Aliou Cissé a fait une croix sur lui, même s'il ne le dit pas. Je pense quand même que c'est le meilleur moment pour faire appel à de jeunes joueurs et surtout également faire jouer la concurrence. Pour ce qui concerne l'attaque des Lions, des gens expérimentés qui viennent régulièrement en sélection, mais que la plupart d'entre eux pensent plus au mercato. Je pense à Abib Diallo, je pense à Mbaïgnan, plutôt que de les appeler, profiter de cette fenêtre FIFA pour appeler des jeunes joueurs comme Ibrahim Niane ou encore des joueurs qui évoluent en Turquie. Pour le moment, ces joueurs précités jouent les premiers rôles dans leurs équipes respectives, mais le dernier mot pour leur sélection revient au staff technique. On attend Aliou Cissé sur sa prochaine liste pour les dates FIFA. Justement. D'octobre. La suite de ce journal des sports, le meilleur joueur européen de l'année, la liste des nominés rendue publique. Oui, le Belge Kevin De Bruyne évoluant à Manchester City, le Polonais Robert Lewandowski du Bayern de Munich et l'Allemand portier du Bayern de Munich Manuel Neuer. Ils ont été désignés ce matin pour le titre de meilleur joueur européen. Pour celui de meilleur entraîneur, ce sera forcément un Allemand puisque Jürgen Klopp de Liverpool, Hans-Dieter Flick de Bayern de Munich et Julian Nagelsmann de Leipzig sont en lice pour gagner ce titre prestigieux, Babacar. Merci, cher Tigane, et désolé pour l'embalage Chartol, ce sera pour nos prochaines éditions. Inch'Allah. RFM, la radio de toute l'actualité. Et maintenant, Coro News, notre rendez-vous sur l'évolution, la progression de la maladie à coronavirus Covid-19 dans le monde. Koumba Sanyan Faye. Koumba Sanyan Faye pour Coro News. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. On enchaîne la revue de presse tout de suite avec Pape Besdiba.
Bonjour. Un absent très présent ce matin dans presque tous les journaux. L'Observateur en ouverture diagnostique ce qu'il appelle un retour programmé. Condamné en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à une peine de 6 ans de prison ferme, puis gracié en 2016, Karim Wade devrait retrouver ses droits civiques, écrit l'Obs, selon qui le fils de Wade va en toute logique rentrer au Sénégal pour poursuivre son combat politique. Mais la question que se pose le journal, c'est avec quel appareil politique Karim Wade ira-t-il à la conquête des électeurs? Ce sera sans doute avec le PDS qui, d'après Enquête Quotidien, tient coûte que coûte à se remettre en marche, d'autant que, souligne le témoin Vox Pop, son candidat est redevenu électeur et éligible. Mais ça, ces paroles du collectif de ses avocats, dont l'un, Maître Seydou Diagne, explique dans Tribune que Karim Wade devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale. Mais attention, semble dire Iba Barry Camara dans l'AS. À l'état actuel, Karim Wade ne peut participer à aucune élection. Dans tous les cas, sur sa voie dans cet exil prolongé de Karim Wade, un manque de courage. Du courage, les ménages sénégalais doivent s'en armer pour faire face à ce que le quotidien qualifie de chiffres du drame. Mon confrère parle ainsi des conséquences de la pandémie de Covid-19 avec le tourisme qui a perdu 350 milliards et 36% des ménages qui ont perdu leur emploi. Le journal Les Échos de préciser qu'il s'agit d'une enquête réalisée par la Banque mondiale au Sénégal dans la période du 3 juin au 19 juillet. Les ménages fait donc remarquer Les Échos ont broyé du noir, ballotté entre la perte d'emploi, la diminution des revenus, les difficultés d'accès aux services de base, notamment les produits alimentaires. Les ménages victimes des inondations, eux, commencent à recevoir leur cash transfert. Le quotidien national Le Soleil révèle en effet que 241 millions de francs CFA ont été déjà distribués à 1469 ménages. Toute autre chose avec Source A qui ouvre avec les 557 parcelles morcelées au niveau du hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. En tout, c'est 20 hectares pour 5 titres fonciers destinés entre autres à la construction du siège du commissariat général au pèlerinage à la Mecque, 2 équipements sanitaires, 2 équipements commerciaux et 4 sièges de société. Mais le ministre de l'Urbanisme n'y semble voir aucun problème. Il dit même dans le journal avoir bien autorisé le morcellement. Aïe gaffe, l'Observateur nous propose un dossier sur cette croyance populaire, les faits et gestes qui sont qualifiés comme tels. Les femmes qui se grattent instinctivement la tête portent la poisse. Les hommes qui marchent et qui se retournent chaque instant portent malchance. Dossier à lire en page 8 et 9 de l'Obs. En sport avec Ismaïla Sarr qui est en route pour Liverpool. Le quotidien Record qui en parle signale un transfert à 25 milliards et un salaire de 4,5 milliards. Un autre lion à la une du quotidien sport, le stade Lénique Mbaye Niang, dont l'avenir est incertain en club et qui pourrait même rater les 2 prochaines rencontres amicales du Sénégal. Terminons avec Sunulamb. Le CNG sera réinstallé pour un nouveau mandat. Ces paroles du conseiller comme de Matarba Abdoulatif Ndiaye, selon qui il y aura des sortants et des entrants. Et le monsieur communication du ministère des Sports de préciser que pour succéder à Alioune Sarr, il faut être comme lui. Bonne lecture à toutes et à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. On y est, le débat du jour porte sur ces chiffres publiés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la NSD. On le rappelle, le Covid-19 et ses impacts sur les ménages sénégalais. 36% de chefs de famille qui ont perdu leur travail. 85% des ménages ont vu leurs revenus baisser depuis le début de l'épidémie en mars au Sénégal. Pour en parler, Abdoulaye Seck, économiste, enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Également, Amakodou Diouf, président de l'ONG Action Humaine pour le développement intégré du Sénégal, ADIS, ancien président du Congat. Bonjour, Amakodou Diouf.
Bonjour Babacar. Première question à Abdoulaye Seck. L'économiste que vous êtes, est-il surpris par ces chiffres de l'impact de la maladie à coronavirus sur les ménages sénégalais? La réponse est non, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est vraiment une crise sans précédent. Quand vous regardez la plupart des estimations ou bien des analyses qui ont été proposées pour voir dans quelle mesure les économies seront impactées, mais également... Alors, on veut comprendre, Abdoulaye Seck, qu'est-ce que vous voulez dire que ces chiffres ne reflètent pas la réalité? Ça fait plus que ça? Non. En fait, vous savez, nous sommes devant une pandémie qui est toujours en cours. Donc ça veut dire que chacun y va selon son approche pour pouvoir estimer quel pourrait être le coût, quelles pourraient être les incidences. Estimation prématurée alors, hein? Non, je ne dirais pas prématuré, mais c'est juste des estimations que nous faisons en fonction des données disponibles et que c'est des chiffres qu'on pourrait actualiser au fur et à mesure. Là, vous avez parlé effectivement des chiffres qui sont donnés par l'ANSD. C'est effectivement intéressant. Maintenant, si vous vous rappelez, il y a une semaine environ, donc j'ai pu partager quelques résultats similaires avec la presse. Et effectivement, nous avons pu montrer quelque chose de similaire. Par exemple, nous sommes allés un peu plus loin pour essayer de chiffrer cela. Donc si vous regardez ce que les Sénégalais ont perdu en termes de revenus, nous l'avons chiffré à 681 milliards de francs CFA à court terme. Et cela représente environ 5% du PIB, pour un mois donné. Et quand vous regardez les chiffres que nous avons également produits en termes de nombre de Sénégalais concernés, nous avons produit un chiffre peut-être qui est un peu plus, relativement similaire. On a donné le chiffre de 12 756 369 Sénégalais précis, donc qui ont vu le revenu soit baisser, soit disparaître, du fait peut-être... Plus de 12 millions sur 16 millions d'habitants, même pas encore 16. Effectivement. Donc ça donne 119% de la population qui est impactée, ou bien si vous voulez, environ 4 Sénégalais sur 5, qui ont donc vu le revenu soit baisser, soit disparaître du fait effectivement de la pandémie. Et Amakodou Diouf, on va revenir à vous, Abdoulaye Seck, tout à l'heure. Amakodou Diouf, comment réagissez-vous à ces estimations sur l'impact du Covid-19 sur les ménages sénégalais? Moi, je n'aime pas travailler sur le schéma de collecte d'informations statistiques que l'ANSD a utilisé. Par voie de conséquence maintenant, je crois que si on corrobore les éléments issus de l'observation directe qu'on a développée avec les communautés de base, soit en milieu rural comme en milieu urbain, effectivement, on peut aller vers 85% et au-delà. Je crois que, comme Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est des statistiques qui ne sont pas statiques, ça peut évoluer compte tenu effectivement de l'angle d'attaque qu'on a pour collecter les informations au niveau de l'ANSD. Je crois qu'au fur et à mesure que les gens avanceront, peut-être que l'impact sera encore beaucoup plus considérable. Parce que le rapprochement qu'il faut faire tout de suite ici, c'est de voir le nombre de ménages sénégalais qui tirent le revenu à partir des revenus substantiels, pas substantiels, mais constants. C'est-à-dire que, par exemple, les fonctionnaires n'ont pas connu de difficultés. À la fin du mois, ils ont reçu le salaire. Maintenant, quand on analyse la structure des revenus de ces ménages-là, c'est pas forcé, et la majeure partie de ces ménages ne dépendent pas de la redistribution des ressources tirées des salaires des fonctionnaires. Et c'est le seul secteur qui n'a pas connu... On n'a pas plus de 200 000 fonctionnaires, il me semble. Maintenant, si on projette ça maintenant par rapport à des revenus non constants qui sont là et qui caractérisent le plus la majorité des Sénégalais, on comprendra aisément que le chiffre peut effectivement évoluer. Maintenant, ça dépend, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des chiffres crédibles, non, ils peuvent être crédibles en fonction de l'angle d'attaque qui a été utilisé. Mais ce qui est constant, Babacar, c'est le fait qu'effectivement la structure des revenus des ménages tels que conçus au niveau du Sénégal et surtout pour ce qui est des ménages pauvres a connu effectivement des réels. C'est vrai que la majeure partie de ces ménages tirent le revenu à partir du secteur informel ou bien de l'agriculture. Et on a vu qu'avec le confinement, la mobilité, elle était là, donc elle était complètement basculée. Elle a complètement basculé. Les gens ne pouvaient plus aller s'acquitter de certaines prestations, surtout dans le secteur informel et même dans le secteur de la production de l'informel. Et là, ça a posé véritablement des difficultés d'accumulation de moyens et ça a impacté positivement, ça a impacté négativement sur la vie de ces ménages. Et en définitive, maintenant, il y a aussi un aspect que les gens n'évoquent pas souvent. C'est le caractère psychologique, le caractère psychique
de la pandémie sur la mobilisation de la force de travail pour pouvoir disposer de revenus. En fin de compte, durant la pandémie, on a eu une seule source de revenus majeure, en tout cas substantielle plus ou moins, qui soit venue, c'est la contribution de l'État du Sénégal. Et là, par rapport aux familles impactées, ça n'a pas touché toutes les familles, ça il faut le dire tout de suite. En plus de ça aussi, c'est des revenus qui n'étaient pas des revenus assez conséquents, tels que des revenus qui portaient sur le fait de financer les investissements au niveau de ce secteur-là pour qu'ils puissent reprendre les activités. Intéressante analyse, Dr Diouf. Abdoulaye Seck, et on termine avec vous. Est-ce que les décisions du gouvernement pour faire face justement à ces impacts sociaux et économiques sur les ménages sénégalais, est-ce que ces décisions, ces mesures ont été suffisantes? J'imagine que non. Oui, effectivement, la réponse est non. Vous savez, je pense que la règle générale, c'est que on ne fait jamais rien suffisamment. Donc, il y a toujours des marges d'amélioration de l'efficacité des différentes actions publiques là. Donc, mais quand même, il faut remarquer que la plupart des mesures mises en œuvre par l'État à travers essentiellement le programme de résilience économique et sociale ou le PRES, donc c'est des mesures vraiment qui sont très ambitieuses et qu'effectivement, si elles sont effectivement mises en œuvre, c'est des mesures qui pourraient avoir un impact en termes de réduction de ce coût relativement important, non seulement pour les entreprises, mais également pour les ménages dans leur ensemble. Là. Mais là, nous pensons qu'il y a eu, si vous regardez un peu le schéma interventionniste de l'État, on semble surtout mettre l'accent sur les entreprises. Souvent, je ne dirais pas au détriment des ménages, mais les ménages auraient pu davantage se retrouver dans les interventions de l'État. Par exemple, et là, nous pensons effectivement il y a une certaine rationalité derrière, parce que si vous aidez les entreprises... On aurait pu, par exemple, distribuer des bourses mensuelles de conjoncture pour quelques mois, peut-être. Tout à fait. En fait, l'étude que nous avons faite, dont j'ai parlé dès le départ, c'est que on s'est dit que voilà, la pauvreté augmente du fait de la pandémie. Et là, nous avons chiffré à 17 points de pourcentage. C'est-à-dire que nous avons plus de 2 millions des Sénégalais au fond des crises qui sont retrouvés dans la pauvreté, qui ont basculé donc, dans cela. Maintenant, ce que nous avons proposé, c'est d'envisager un outil additionnel dans cet arsenal de l'État. C'est-à-dire aider les entreprises, c'est bien, parce qu'indirectement, c'est aider les ménages qui travaillent. Mais nous pensons qu'il faudrait faire vraiment quelque chose en faveur directement des ménages. Et nous avons proposé des transferts dont pourraient bénéficier les ménages. Donc là, nous l'avons chiffré. Là, on se dit que si l'objectif est de ramener les conditions de vie des ménages à le niveau d'avant-crise, dans ce cas, on pourrait envisager une politique de transfert avec un budget d'environ 50 milliards par mois. L'État pourrait donner à chaque ménage une valeur de 43 300 francs CFA. Là, si l'État le fait, chaque mois, par exemple, si vous prenez environ 4 à 5 mois, ça vous fait un budget total de 200 à 250 milliards. Alors nous pensons qu'on pourrait effectivement soutenir la demande, aider les ménages, améliorer leurs conditions de vie. Il y a déjà, c'est pas compliqué pour l'État parce qu'il y a déjà le portefeuille des bourses familiales. Merci. Abdoulaye Seck, on va vraiment terminer maintenant avec vous. Ce schéma proposé de bourse de soutien direct, soutien financier direct aux ménages, une bonne solution pour vous? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que d'abord c'est un mécanisme qui est utilisé uniquement dans le cadre de la résolution des crises. Ce n'est pas un schéma pérenne. En plus de ça aussi, ça ne renforce pas les capacités d'investissement des ménages. C'est-à-dire que je crois que là où il fallait attaquer, d'abord qu'il y ait ce transfert, mais un transfert guidé. Un transfert guidé vers, pour les ménages qui développaient des petits investissements dans le cadre de la production agricole ou bien dans le cadre de la commerce de végétaux, etc. À partir de là-bas, les gens puissent appuyer concrètement. Mais le cash transfert n'a jamais réglé des problèmes. C'est des mécanismes utilisés lors des crises. Et là, maintenant, c'est pour tout... On est en crise, hein, Oui, d'accord, on est dans la crise, mais aussi une crise qui doit être, projetée en termes de résolution. C'est-à-dire, on règle les questions d'urgence de la crise, ça c'est des cas urgents. Et au-delà de ça, maintenant, on travaille à redynamiser l'économie, la structure de notre économie, pas uniquement en finançant le secteur privé plus ou moins fort, mais aussi en relançant des investissements au niveau des ménages. Merci Makodou Diouf, président de l'ONG Action Humaine pour le développement intégré du Sénégal ADIS. Merci Abdoulaye Seck, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était le grand journal. Merci à Lai et Yacine qui étaient à la régie, Ndjogou qui était à la réalisation. Restez avec nous. Mamoudou Mohamed Ndiaye à 13h pour le grand journal en Wolof.
et les programmes sur RFM qui continuent. Allô Présidence tout de suite.